Averti vous est proposé par Talan. T-A-L-A-N. Positive Innovation, c'est le credo de cette superbe entreprise pour accompagner ses clients à travers le monde entier dans leur transformation digitale. Allez, je vais lancer le chat. Vous avez de l'eau, tous, vous avez ce qu'il vous faut? Moi, j'ai de l'eau, moi je sais, mais... Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Florence Verzelen. Elle est l'une des 5 femmes membres du COMEX de Dassault Systèmes, plus belle start-up de France, on va en dire un mot, dont elle est la directrice générale adjointe en charge de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, rien que ça. Alors, Dassault Systèmes, plus belle start-up de France, une histoire extraordinaire, 5 ingénieurs, un logiciel, Katia, et c'est devenu, moins de 45 ans après, une entreprise qui réalise 6 milliards de chiffre d'affaires, 25 000 collaborateurs. Alors ça part avec Katia, un produit, et puis après c'est la 3D expérience. Beaucoup plus tard, on passe du produit à l'expérience, et c'est ce qu'on va appeler, on va en parler dans cette émission, le jumeau virtuel. Alors Florence, elle est une star, hein, c'est normal qu'elle fasse briller la France. Pas que pour son parcours académique, Polytechnique, corps des mines, c'est pas mal quand même, pas que pour son parcours professionnel, pas que pour ses multiples engagements, chez Nexity, dont elle est au board, au CNES, à l'Institut Montaigne, pas que parce qu'elle a été décorée quand même, chevalier de l'Ordre national du mérite. Non, c'est aussi une star, Florence, pour ses qualités humaines, pour sa gentillesse, sa générosité, sa disponibilité. Et vous voyez, au fond, c'est ça, Averti. C'est des parcours académiques, professionnels remarquables, mais des qualités humaines qui le sont tout autant. J'ai beaucoup parlé déjà, non? Alors il est temps d'accueillir notre invitée, Florence Verzelen. Allez, on s'installe. Alors Florence, tu as dit dans une interview, en tant que femme, on n'a pas tellement le choix. On a besoin de prouver qu'on est au même niveau, toujours, en permanence. Est-ce que tu as beaucoup de choses à prouver encore, Florence? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu en penses, Hugues? Parce qu'en fait, la question, elle n'est pas vraiment pour moi, elle est plutôt pour les hommes. Et en fait, je vais te dire, j'en ai plus rien à faire. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, je suis à l'aise avec moi-même et je pense que les femmes n'ont plus rien à prouver. Donc cette Je pense question que n'est les- plus d'actualité. Je pense que cette question n'est plus d'actualité pour aucune femme, en fait. Et que je pense que la vraie question que tu devrais me poser, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais tu vas pas me refaire toute l'interview, Florence, là. Bah, si j'ai envie, si. Oh là là, ça commence fort. Alors, dans ton livre, La révolution multiverse, tu identifies clairement le risque qui nous pend au nez, et c'est celui d'un décrochage définitif. Bon, tu dis aussi, vous inquiétez pas, notamment grâce à la 3D expérience, mais pas que, l'apocalypse n'aura pas lieu. Et Florence, en France, l'apocalypse, elle a eu lieu, là. Alors non, l'apocalypse, elle n'a pas lieu parce qu'on est à un moment absolument fondamental de transformation de l'industrie. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, grâce aux jumeaux virtuels et à l'IA générative, l'industrie est en complète transformation. Aujourd'hui, je travaille avec des industriels de l'auto qui sont capables de faire le design de voitures en 90% moins de temps grâce aux données d'automobiles qu'ils ont eues avant et à l'IA générative et aux jumeaux virtuels. Je travaille avec des sociétés pharmaceutiques qui sont capables de créer des médicaments sur la base de nouvelles molécules testées virtuellement en un tiers de temps de ce qui était fait il y a encore 5 à 10 ans. Je travaille sur des projets d'infrastructure qui peuvent être construits en 20 à 30% moins de temps grâce à la combinaison d'IA On va parler générative et du de jumeau virtuel. virtuel. Alors, Florence Verzelen, date et lieu de naissance 28 février 1978 à Reims. On va parler donc de jumeaux virtuels, mais avant ça, on va parler de ton frère qui explique, de tes frères d'ailleurs, parce qu'il y en a deux, qui expliquent une partie de ton parcours. Est-ce que tu as eu une enfance heureuse? Parle-nous un peu d'où tu viens. Alors, d'où je viens? Je suis née à Reims. J'ai grandi en, j'ai grandi en Picardie, puis en Lorraine, avec un frère de 15 mois de plus que moi et un petit frère de 5 ans
de moins que moi. Et je suis la ratée de la famille puisqu'ils ont tous les 2 fait Ulm. Ça arrive, mais c'est pas très grave. C'est Olivier qui va nous intéresser. C'est Olivier qui t'intéresse, il est formidable, Olivier. Olivier a 15 mois de plus que moi. Olivier est rentré à Ulm. Il a fait de la physique quantique pendant 15 ans. Il faut voir que dans mon modèle familial, enfin en tout cas celui de ma mère, Olivier devait avoir le prix Nobel. Grâce à Olivier, j'aurais dû aller au bal de l'X et épouser un polytechnicien. Ah, ça, c'était le modèle familial. Alors, Olivier a loupé une première étape. Il a eu l'X, mais il a été à Ulm. Ensuite, il a fait 10 ans de physique quantique. Et puis, il a décidé que ça l'embêtait, il a fait du cirque. Et là, le prix Nobel s'est un peu éloigné. Mais bon, enfin, il a que 50 ans, ça va venir. Mais donc, Olivier a été effectivement, avant moi, un peu partout. Donc une enfance heureuse et puis le besoin d'être au moins à la hauteur de ton frère Olivier. Oui, parce que le problème, c'est que quand tu passes après Olivier, tout le monde te dit: «Qu'est-ce qu'il était brillant ton frère!» Et c'est bien parce que toi, tu avais vraiment l'air sympathique et tu es très jolie. Et en fait, il y a un moment, tu te dis: «Peut-être que je peux être plus que sympathique». Ton conseil aux jeunes filles, Florence, tu dis ne jamais avoir, c'est dans une autre interview, ne jamais avoir peur et toujours suivre ses rêves. T'as jamais peur? Mais peur de quoi? Est-ce que tu as peur de la mort? Alors j'ai peur de ne pas avoir fait assez de choses avant de mourir. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de réaliser plein de choses. Comme je te le disais, je pense qu'on est à un moment vraiment très important dans le monde du digital, qui est une révolution qui va impacter tous les secteurs de l'économie et que ça peut avoir une influence extraordinaire pour la France et pour l'Europe. Et que c'est à nous de le faire maintenant parce que la France et l'Europe, elles en ont bien besoin. C'est qu'une étape alors d'assaut système dans ton long parcours? Alors je pense que Dassault Systèmes est l'acteur le plus crucial de la souveraineté française et européenne. Alors on va en dire un mot. Florence, formation, je l'ai dit en introduction, polytechnicienne, corps des mines, tu passes à la Commission européenne. Et là, qu'est-ce qui cloche avec la Commission européenne, Florence, là? Alors, ce qui cloche avec la Commission européenne, c'est elle est née dans un paradigme différent. Elle est née dans l'idée d'un monde multilatéral où tout marchait bien, où le commerce international était fluide. Aujourd'hui, on est dans un jeu de puissance qui est complètement différent, où les puissances comme les États-Unis ou la Chine essayent de profiter des dépendances qu'elles ont créées pour prendre des positions de puissance. Et nous, face à ça, on n'est pas organisés. On a le marché intérieur le plus important au monde. On a un système éducatif extraordinaire. On a de quoi être une grande puissance. Un ou deux trucs, on va te demander de temps en temps pendant l'interview, que tu changerais facilement dans la Commission européenne. Facilement, c'est un bien grand mot, mais La les gouvernance. choses aillent mieux. La La gouvernance. gouvernance, avoir une politique industrielle, avoir une stratégie des rapports internationaux. Ça se change assez facilement? Ça Pas se, trop difficilement? ça se change avec les dirigeants qu'il faut. Ok. Alors, 10 ans chez Engie, 2008-2017, on continue ton parcours. Est-ce que tu aimes les éoliennes? Parce qu'Engie fabrique pas des éoliennes, en fait. Ils importent des éoliennes de Chine, ils les mettent en France. Et Non, tu ils sais, il y a beaucoup de Ils gens... importent aussi des éoliennes qui Il y a- ne sont pas que chinoises. Parce que, S'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent qui ne sont pas fans des éoliennes, ça c'est un peu comme les déchets nucléaires, quoi. Tout le monde est pour, mais personne n'en veut près de chez soi. alors, c'est pas vrai parce que mon père qui a hérité des terrains agricoles de ses parents, il adore les éoliennes parce que quand tu as une éolienne dans ton terrain, tu gagnes beaucoup d'argent et tu apportes de l'énergie. Alors d'abord, et je trouve que, les éoliennes, c'est beau. Et deux, l'énergie et le prix de l'énergie, c'est ce qu'il y a de plus important pour la compétitivité d'une nation. C'était au cœur du rapport Draghi qui est sorti récemment. Et les éoliennes optimisées grâce à Dassault Systèmes, puisqu'on fait avec le jumeau virtuel des éoliennes une optimisation, mais aussi le nouveau nucléaire, c'est des éléments clés de la souveraineté d'un pays. C'est ça qui fait la compétitivité industrielle, le prix de l'énergie dans un pays. Merci. Et en 2018, tu rejoins donc Dassault Systèmes, dont on va parler. C'était Florence Verzelen. Qui es-tu? Pour ceux qui étaient là avec Luc, vous noterez ce respect du timing dans cette deuxième émission. On pourra peut-être le couper au montage, ça. Alors, Florence Verzelen, levez la main droite Ah non, ça c'est pas sympa. et parlez-nous de votre petit doigt. Tu vois, je ne vais pas te demander de jurer. Et du Boston Children's Hospital, et de Steve Lewin, et de la fille de Steve Lewin.
Alors, mon petit doigt, la question donc peu sympa de Hugues. Mon petit doigt, j'ai eu un accident de vélo. Ça arrive à des gens très bien, enfin, surtout des gens qui font du vélo. Hem Et malheureusement, si vous avez un accident de vélo, il y a une chose que je vous déconseille, c'est de l'avoir au mois d'août en France, parce qu'au mois d'août en France, les chirurgiens, ils sont dans le sud. Et moi, j'étais donc à Paris. Ah, et donc j'étais opérée par le remplaçant du remplaçant du remplaçant, qui fait qu'une opération qui était censée être facile au possible, après 4 opérations, ne me permettra pas de récupérer mon petit doigt. Mais comme je ne suis pas pianiste, c'est pas bien grave. Hem Et j'ai donc acheté une blague pour me consoler. Elle est jolie. Mais en quoi c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, Dassault Systèmes, pour des gens comme moi qui se cassent des choses, ce qu'on peut faire, c'est extraordinaire. C'est la numérisation en 3D du doigt tel qu'il est cassé, pour pouvoir simuler l'opération et en simulant l'opération, simuler le résultat de l'opération. Alors, c'est important dans le cas d'un doigt pour pas le louper même quand c'est facile comme le mien, mais c'est encore plus important sur des organes compliqués. Et ce qu'on a fait avec le Boston Children's Hospital, c'est le jumeau virtuel d'un cœur d'enfant. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Un de nos collaborateurs, Steve Levin, dont tu parlais, sa fille était atteinte d'une maladie cardiaque, dont les médecins pensaient qu'elle n'était pas opérable. Steve était un ingénieur convaincu que le monde virtuel allait aider à améliorer le monde réel. Et donc, ce qu'il a fait, c'est le jumeau virtuel du cœur pour pouvoir simuler, avec l'aide d'un chirurgien visionnaire, les opérations possibles pour sa fille, à- ainsi que comment le cœur allait évoluer une fois que cette opération était faite. Et ben, ce jumeau virtuel a permis que sa fille soit opérée et aujourd'hui, 15 ans plus tard, sa fille est en pleine santé. Et surtout, aujourd'hui, au Boston Children's Hospital, quand quand un enfant doit être opéré du cœur, systématiquement, ils font le jumeau numérique, ce qui leur permet de simuler la bonne opération et vérifier, en faisant des simulations de vieillissement du cœur, que l'enfant, adulte de 40, de 50, de 90, de 120 ans, aura toujours un cœur en parfaite santé. Donc Dassault Systèmes, Katia, un logiciel, maintenant une expérience, la 3D expérience, on virtualise tout le réel. Ouais. On va le On décrire. virtualise presque tout le réel. Là, je suis capable de faire, les équipes de Dassault Systèmes, le cœur de Hugues, le cerveau de Hugues, ce serait intéressant d'ailleurs, le pied, la peau, la main, et dans quelques années, je pourrais faire un Hugues entier pour simuler ce qui va se passer avec Hugues et voir comment je peux améliorer tout ça. Alors, on va développer un peu l'idée du jumeau virtuel. C'est l'objet de ton livre, La révolution multivers. Ça, on a compris, c'est pas le métavers, c'est je prends le réel, je le virtualise. Mais avant ça, on va parler de ce que tu fais pas, et c'est l'IA. Parce que l'IA, dans ton bouquin, ça n'apparaît pas tant que ça. On a l'impression que c'est... ben, tu dis l'expression, c'est une case à cocher pour les entreprises qui savent pas trop comment prendre ce truc. Parle-nous un peu d'IA. Alors, mon livre, je l'ai écrit avant l'IA générative, 2023. 2023. Et en réalité, l'IA, on en faisait depuis 30 ans. Et l'IA n'avait rien de révolutionnaire à cette époque. Ce qui change avec l'IA générative, c'est la capacité à scanner un nombre de données quasi infini dans un temps extrêmement rapide. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça permet aussi de prendre des informations non structurées, des images, des vidéos, et d'en trouver des propriétés. Ça change tout parce que ça veut dire que si demain, il y a un nouveau virus, je peux lui balancer toutes les bases de données de molécules que je connais pour voir laquelle lui fera le plus de mal. Alors, l'intégration, Florence, de l'IA dans l'entreprise. On est dans la partie technique de l'interview, là, vous avez compris, hein. Il y aura Bon des parties courage. plus drôles après. Mais il faut quand même en dire un mot. Tu sais que moi, j'anime un groupe avec des gens formidables. Carrefour, Emmanuel Grenier qui est Je sais parce qu'à chaque fois, tu le fais à des dates où je ne peux Oui, pas y je aller. t'invite à chaque fois et tu peux pas venir. Talent, qui est également Philippe Kassoula-Mediwas, qui sont dans le public, et le BCG. Sylvain Duranton ne pouvait pas être là malheureusement ce soir. Et on s'intéresse à comment on intègre l'IA dans les boîtes. Et c'est très compliqué. Vous intégrez mal l'IA des extérieurs, notamment de start-up. Alors tu vas me dire, on a des incubateurs d'Assosystèmes partout dans le Mm. monde, on a 30 000 partenariats avec des entreprises. Comment tu vois l'intégration de l'IA chez Dassault et on oublie le POC à 30 000 euros? Alors,
Nous, l'IA, c'est sur notre plateforme depuis que notre plateforme existe en 2012. Donc l'IA, elle est intégrée dedans. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'IA générative. Et ce qui change, c'est comment l'IA générative va transformer les jobs des 25 000 collaborateurs de Dassault. Parce que qu'est-ce qui est formidable dans l'IA générative? Dans l'IA générative, tu peux créer un certain nombre d'agents qui font tout ce qui est pénible à faire, en fait. Oui, mais ça, je sais, mais comment est-ce que tu travailles avec des startups? Est-ce que tu réussis à intégrer de la techno externe ou vous faites tout en interne chez Dassault? Alors, nous, on travaille, on a plus de 20 000 collaborations avec d'autres entreprises pour faire de la co-innovation avec des accords de partenariat de recherche avec des startups et d'autres entreprises. On rachète entre 5 et 10 entreprises par an, plutôt de petite taille, pour intégrer leur technologie dans notre plateforme. On a des incubateurs qui nous inspirent plus qui nous intégrons parce qu'en fait, on met dans nos incubateurs des boîtes de l'aéro, de la défense, de la santé, de la construction, de l'architecture, qui sont en avance sur leur temps et qui nous permettent d'imaginer les business models de demain et donc les solutions dont nos clients auront besoin demain. Donc nous, notre enjeu, c'est d'être toujours en avance pour créer des solutions en avance pour nos clients. Alors, on l'aura compris, pour toi, la décennie à venir, tu emploies une belle expression, c'est celle de la revanche du réel. Tu dis en gros, les prophéties du tout virtuel ont mené à rien. La preuve, en 2020, la première crise venue, quand il faut des respirateurs, des masques, du personnel hospitalier, en fait, les GAFAM, ça sert à rien. Et en tous les cas, c'est très limité. Le problème, c'est qu'on l'a dit, ton bouquin date de 2023, tu t'es complètement gouré parce que la capi des GAFAM, capitalisation boursière, la valeur de ces GAFAM, est passée depuis 2020 de 5 000 milliards à 20 000 milliards. Oui, et ce qui va être important, c'est pas tant ce que les GAFAM valent aujourd'hui, que ce qu'ils vont permettre à d'autres entreprises de faire. Ce qui est important, c'est la façon dont les technologies digitales vont permettre de révolutionner le transport, les soins, la vie en collectivité, les smart cities. Et c'est ça qui est vraiment important pour toi et moi, pas la market cap de Microsoft. Ils ont la data. Non, ils n'ont pas la data. Ils ont la data si tu choisis de leur donner. Aujourd'hui, en réalité, en Europe, le gros enjeu qui va être super important pour la souveraineté industrielle européenne du futur, c'est celui de la data. Et tu peux choisir de donner ta data à des clouds qui sont non européens et qui ne sont pas souverains. Tu peux aussi choisir de donner tes données à des clouds souverains européens. Et ça, c'est une discussion que j'ai avec plein de clients européens. Aujourd'hui encore, j'avais un des plus grands acteurs français dans mon headquarter à Vélizy. Et leur sujet, c'était l'hébergement dans un environnement souverain et sécurisé de leurs données, parce que leurs données, c'est leur IP, et leur propriété intellectuelle. Et leur propriété intellectuelle, parfois, ils l'ont même pas mise dans des brevets, ils ne savent même pas qu'elle existe, elle est juste dans leurs données, mais elle peut être révélée par IA générative. Et ça, c'est tout l'enjeu de ne pas la mettre à disposition d'autres pays et de protéger notre propriété intellectuelle. On va parler d'industrie. Petite question comme ça, parce que tu nous dis toujours c'est génial le jeu virtuel, on gagne beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Prenons le crash test automobile, tu en parles souvent dans tes interviews. Avant, faire un crash test d'un modèle classique chez Stellantis, ça coûtait combien? Et grâce à toi, ça coûte combien? Parce qu'on fait Bah, plus le crash test en vrai, on le fait dans l'ordinateur. alors, le crash test, Donne-nous des chiffres précis, hein, donne-moi qu'on des comprenne chiffres comment ça précis, marche. ça dépend du prix de ta voiture. Si tu fais un crash test d'une Ferrari, c'est un peu plus cher qu'un crash test d'une Clio, parce que la Ferrari est légèrement plus chère. Donc, ton coût de crash test, c'est le coût de ta bagnole plus le coût du test. Mais le coût du test, il est epsilon dans tout ça. Le coût d'un crash test virtuel, c'est rien. C'est l'abonnement à 3D Experience, un de tes logiciels? C'est l'utilisation de 3D Experience pendant 2 secondes. Mais plus important encore que pendant 2 secondes. Allez, 5 secondes, le temps que tu analyses les résultats, mais comme ton IA générative le fait, ça tu redeviens à 3. Mais plus important que ça, en fait, le gros enjeu de l'auto aujourd'hui, c'est le time to market. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu des grands constructeurs auto? En Chine, on te fait un nouveau programme véhicule en 15 mois. Pour l'instant, en Europe, on est sur du 36-48 mois. 36-48 mois versus 15 mois, ça fait des coûts beaucoup plus élevés. Ça fait des modèles moins avancés. Et en plus de ça, l'autre gros enjeu, c'est de faire un véhicule qui ressemble à ton téléphone portable, qu'on appelle software defined, c'est-à-dire qu'on l'update over the air all the time, tout le temps. Et donc, faire cette révolution-là,
Ça veut dire optimiser, digitaliser tous tes process en permanence, faire toutes tes simulations dans le virtuel pour compresser ton temps de cycle à ces 15 mois. Et ça, c'est à la fois le gain de toutes les Ferrari que tu n'auras pas crashées, mais c'est aussi ta compétitivité sur le marché. J'avais cité Stellantis. Ben oui. Alors, Stellantis, c'est un très beau groupe. alors là, tu dis il faut réenchanter l'industrie parce que grâce aux jumeaux virtuels, tout va être absolument merveilleux. On va rendre l'industrie plus attirante et plus désirable. Et moi, je te pose la question, quand tu dis ça, il y a encore 3 millions de personnes qui travaillent sur les chaînes de montage. Tu veux réenchanter leur vie, tu crois vraiment qu'ils vont à l'usine en chantant? Alors, Hugues, c'était quand la dernière fois que tu as été dans une usine? J'y vais régulièrement. Et c'est laquelle? Cette réponse est un mensonge. Bon, tu leur dis quoi aux gens qui vont à l'usine le matin? Tu te mets devant eux, tu leur dis: «Je vais réenchanter votre vie grâce aux jumeaux virtuels. Achetez Katia, achetez du Dassault». Pourquoi est-ce que tu penses que la vie dans une usine, elle est pas fun? Bah, parce que ça, je regarde ma télé et je l'écoute tous les jours. Alors ça, ce serait une bonne nouvelle si la télé montrait des usines, ce qui est pas le cas. En général, ils montrent autre chose. Parce que si justement la télé montrait les usines d'aujourd'hui, tu verrais que les usines d'aujourd'hui sont excessivement automatisées, que les usines en Chine, il y a plus grand monde dessus et qu'en fait, aujourd'hui, dans une usine, l'opérateur est devenu un ingénieur, c'est-à-dire qu'il pilote des machines qui font le travail. Donc aujourd'hui, la vie dans une usine, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a encore 20 ans, d'une part. Et d'autre part, aujourd'hui, avec l'IA générative, on va donner encore plus de super pouvoirs à l'opérateur en usine, parce qu'il sera encore plus en capacité d'adapter les chaînes de production pour adapter la production à toutes les demandes diverses et variées. Donc, moi, je pense que l'usine est enchantée déjà aujourd'hui et qu'elle le sera encore plus demain. Mais surtout, je pense qu'on a un énorme problème d'image de l'industrie en France. Tu vois, je suis en charge de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Lundi et mardi, j'étais à Stockholm. J'étais voir un client formidable qui était Scania. Les Suédois, ils adorent bosser pour Scania dans les usines de Scania. Quand je vais en Allemagne, parce que j'y étais la semaine dernière, les Allemands sont hyper fiers de leur industrie. Alors, on va parler de la santé quand même 2 minutes, et là, il y a des motifs de réjouissance. Alors, la saga Dassault, donc je rappelle, le produit Katia, l'expérience, 3D Experience avec Bernard Charles, et c'est l'acquisition au Nasdaq en 2019 de Medidata pour 6 milliards de dollars. Ça, c'est quand même la France qui gagne avec des résultats extraordinaires. La plateforme Rave Clinical Cloud. Je suis obligé de lire parce que je ne vais pas retenir tous les noms. On développe maintenant un vaccin, on l'a fait là pour le coup en 2020, en 9 mois plutôt qu'en 9 ans. C'est l'initiative Meditwin avec des IHU, des CHU, l'INRIA, des startups pour le jumeau virtuel du corps dont tu parlais. C'est extrêmement compliqué. On n'a pas parlé du jumeau virtuel de la Terre et des océans, c'est un autre sujet qui est également très compliqué. C'est l'initiative Vortex avec l'Institut Hartmann à Levallois-Perret. Là, on est champion du monde dans ce domaine-là. On est complètement champion du monde. Aujourd'hui, 90% des médicaments du monde occidental sont faits avec Dassault Systèmes. Et c'est ça qui permet. Ça, on peut applaudir. Ça, c'est la France qui gagne. On est là pour entendre ça dans cette émission aussi. Et on est là pour en être fiers. Donc 90% des Les médicaments du monde occidental sont faits grâce à Dassault Systèmes. Et c'est ce qui permet, entre autres, d'accélérer la mise sur le marché d'un très grand nombre de traitements. Et c'est pour ça que ces sciences de la vie représentent 30% du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes aujourd'hui. Alors, ton jumeau virtuel, on continue le voyage avec plusieurs secteurs. Tu dis en gros, là, il y a 3 ruptures hein, qui sont tout à fait structurantes dans le monde dans lequel on vit. Le jumeau virtuel dont on parle, l'ordinateur quantique et le New Space. Et là, tu parles, s'agissant du New Space, d'une tradition d'excellence. Alors, on est à nouveau un peu surpris. En 2024, SpaceX a réalisé 134 lancements. Ariane 6, 1. Pour l'instant. Avec le CNES, tu es membre du conseil du CNES d'ailleurs, tu vas pouvoir nous en dire un mot probablement. Est-ce qu'il ne faut pas fusionner l'ESA, le CNES, Ariane Group, Ariane Space? Il y a tous les patrons qui partent, l'Ariane Group, Ariane Space, c'est la valse en ce moment. C'est une tradition d'excellence, New Space? Alors, le space est une tradition d'excellence. Les chercheurs du CNES sont formidables. Les chercheurs de l'ESA sont formidables. Après, le sujet, il y a un sujet réforme du CNES, réforme de l'ESA. Il y a un sujet comment le CNES et l'ESA peuvent travailler différemment. Qu'est-ce qu'on fait là? On fusionne tout? Qu'est-ce qu'on fait? Non, On n'est pas 134 lancements, un lancement. Ce qu'on fait,
c'est créer un vrai écosystème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a SpaceX? Alors, il y a plein de gens qui pensent qu'Elon Musk s'est levé un matin et a décidé: «Je vais faire une fusée» et pouf! Il a fait une fusée 6 mois plus tard. En fait, ça s'est pas passé comme ça. En fait, la NASA a eu une vraie politique de création d'un écosystème. Donc, elle a commencé à arrêter de faire tout par la NASA et à donner des contrats. Et Elon Musk a commencé par un premier contrat de préétude à 100 000 $, puis un deuxième contrat à 500 000 $, avant d'arriver, beaucoup de contrats plus tard, à SpaceX. Aujourd'hui, que fait le CNES? Le CNES, il est en train de répliquer ça. En 2010, il y avait une start-up du spatial en France qui naissait tous les 2 ou 3 ans. L'année dernière, on en a eu plus d'une centaine. Aujourd'hui, l'innovation viendra des start-up du spatial. Et ça, on est en train de le créer. Quand The Exploration Company fait la plus grande levée de fonds, l'une des plus grandes levées de fonds d'Europe pour créer un véhicule spatial, quand Maillard crée un micro-launcher qui va nous permettre d'envoyer des satellites en orbite, quand d'autres entreprises du spatial, des startups, créent des satellites qui sont capables d'intervenir sur d'autres satellites pour les upgrader, là, on est en train de créer les business models de demain et les SpaceX de demain. Tu es capable de me dire combien, dans 10 ans, cet écosystème, comme tu dis, pourrait faire de lancement? En fait, le problème, cher Hugues, Tu vois, il y a un problème. non, il y a une question qui est mal posée. Euh, c'est Je que savais que ce serait pas facile cette interview. Elle lâche rien, Florence, hein. Mais non, mais en fait, il y a pas un lancement, il y a plusieurs orbites. Il y a l'orbite LEO qui est l'orbite basse, il y a l'orbite géostationnaire et ensuite il y a les lancements pour aller sur la Lune, sur Mars et plus loin encore. Oui, ça va devenir Et technique, on va dire un mot de Léo et de Telsat. mais en fait, c'est pas les mêmes lanceurs et nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, la priorité absolue de la France et de l'Europe, c'est des micro-lanceurs. Des micro-lanceurs qui nous permettent d'aller vers l'orbite basse, l'orbite LEO. Pourquoi? Parce que c'est là où on met les constellations basses qui permettent d'avoir accès à internet, accès à l'observation de la Terre et avoir surtout des temps de latence très réduits qui, demain, rendront ton véhicule autonome. Parce que, ce serait dommage d'avoir un véhicule autonome qui dépend des câbles et pouf, ta Ferrari, tu passes dans une zone blanche et pouf, elle se prend un arbre. En plus, ce sera un crash pas virtuel, ce serait dommage. Mais aujourd'hui, un des enjeux, c'est notre accès peu cher à l'orbite LEO. Bon, et donc tu ne m'as pas répondu, je ne sais pas dans 10 ans combien cet écosystème pourra faire de lancement par rapport à SpaceX. Je pense pas que ce soit la question. La question, c'est dans 10 ans, est-ce qu'on sera souverain? Est-ce qu'on aura assez de satellites en orbite pour les usages dont on a besoin? Et surtout, comme demain, un des terrains de combat, ce sera l'espace, est-ce qu'on aura des capacités d'attaque et de réponse si on est attaqué sur nos satellites? Aujourd'hui, d'ores et déjà, on a un certain nombre de satellites, pas en LEO, mais on en a en géo. Il arrive que des satellites chinois ou russes passent devant nos satellites pour nous empêcher de voir des choses. Il arrive que des satellites chinois ou russes se mettent à côté de nos satellites pour les brouiller. Demain, quand le renseignement viendra de là, quand potentiellement Internet viendra de là, si on n'est pas en capacité de défense sur ce genre de choses, tu pourras switch off un pays. Donc c'est pas la quantité, c'est la qualité, et Dassault Systèmes est impliqué dans ces processus de défense et de qualité donc du stock de satellites existants? Dassault Systèmes est impliqué dans la création des nouveaux types de satellites qu'on appelle Software Defined Satellite, entre autres, qui sont notamment des satellites qui, comme ton iPhone, pourront être updatés over the air pour être améliorés en temps réel. Donc tu voudrais qu'on en lance plus? Je En tant voudrais qu'administratrice du qu'on en... CNES, tu peux agir là-dessus peut-être? Alors, oui, le CNES a un budget qui dépend du budget du gouvernement. Donc c'est un peu bloqué en ce moment. Alors tu vas aller sur un terrain là, parce qu'on ne va pas perdre tout le monde, mais sur le géo, en gros, c'est les satellites qui sont 36 très 000. hauts. Et puis il y a le Léo qui est tout plus bas pour les flux Internet, pour tout ça. Alors, une entreprise qui n'a pas du tout vu le mouvement, c'est Eutelsat, dont le chiffre d'affaires s'est écroulé, qui a fait un rachat assez tardif d'une entreprise anglaise. Et comme prix de bonne performance, l'État français décide d'y investir jusqu'à 1 milliard d'euros dans un deal abracadabrantesque, sans SES à Luxembourg. Est-ce que tu valides ce deal? Alors moi, Tu vois que la politique s'en mêle. Tu as parlé de subventions. Je voulais qu'on en dise un mot. Tu as Mm. dit oui, parce que la NASA, en fait, a subventionné un paquet de Mais pognon. non, Mais tu vois que NASA, dès qu'elle va sur la subvention, on va sur du la politique. NASA, elle n'a pas subventionné, elle a mis de l'argent pour créer l'écosystème. Donc, elle a créé l'écosystème et elle a eu un ROI.
L'enjeu aujourd'hui de la France et de l'Europe, et c'est urgent, c'est d'avoir une constellation Léo. Parce qu'aujourd'hui, il y a Kuipers Amazon, il y a Starlink d'Elon Musk, et nous, on n'a pas notre constellation Et Léo. SES au Luxembourg. Et SES qui n'a pas non plus de constellation. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le projet européen qui est Iris au carré, qui est le projet qui est porté par Eutelsat, effectivement. Parce que il faut voir que cette constellation Léo, il y a une urgence à l'avoir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, demain, Internet sera satellitaire, parce que demain, les véhicules autonomes, le renseignement en dépendra, mais aussi parce qu'il n'y a pas une place infinie en Léo. Et que soit on va suffisamment vite pour lancer nos satellites, soit il y aura plus de place pour nos satellites. Donc c'est une vraie urgence parce que si on les met plus haut, temps de latence plus important, on est caché par certains autres satellites, donc difficulté qu'on n'a pas avec le Léo. Faut-il fusionner Eutelsat et SES? Faut unir les forces, non, avec le Luxembourg? J'en sais rien, il faut surtout une constellation en fait. Très vite pour l'Europe. Dans une constellation en orbite basse Oui, pour avoir nos satellites, nos nos flux satellites internet. pour être souverains. OK. Les terres rares, enfin, dernier secteur dont on va parler. L'extraction est rendue beaucoup plus facile avec le jumeau virtuel. Virtualiser toute votre mise. C'est toujours le même principe en fait. Ça marche à tous les coups. À tous les coups, Dassault gagne de l'argent en plus, donc c'est absolument À génial. tous les coups, Alors, il y a Dassault aide l'industrie quoi qu'il à arrive. tous les coups, Dassault aide l'industrie, bien sûr. Il y a une carrière. J'ai appris ce matériau de kaoline à Beauvoir dans l'Allier, et on s'est aperçu que sous cette carrière, on peut miner du lithium. Là encore, c'est la France qui gagne, mais est-ce que pour autant, comme Olivier Andriès, tu n'investirais plus dans des villes à majorité écologiste? Alors, moi, je n'investirai plus dans des villes qui n'aiment pas l'industrie, qu'elles soient écologistes ou autre chose. Si on t'accueille avec des tomates, t'investis pas. Bah, ça va bien avec mon tailleur, mais bon. Non, mais en même temps, j'ai la croyance qu'il y a quand même un certain nombre de départements en France qui voient l'intérêt de l'industrie, qui voient la façon dont sérieux industriel, dont ça permet de réindustrialiser un territoire, et que l'industrie est cruciale pour l'avenir du pays, l'avenir du territoire. Donc je pense que tous les maires ne seront pas contre Tu l'industrie. peux nous dire un mot là-dessus, on va parler après, hein. Que penses-tu? C'est la troisième partie. Olivier Andriès, je précise, qui est donc le patron de Safran. Tu vois un changement récent, t'es mieux accueilli quand Dassault arrive quelque part pour un projet minier, pour un projet, j'en sais rien, Alors, gazier, industriel? moi, j'ai des codeurs, alors je suis plutôt bien accueillie parce que mes usines, c'est des usines de codeurs. Ce qui est sûr, c'est que sur sur les projets miniers, c'est compliqué parce qu'effectivement, on a du lithium en France, mais le problème, c'est de convaincre les municipalités qu'on peut extraire ce lithium de façon durable. Alors, ce que je peux te proposer, c'est évidemment un jumeau virtuel de ton territoire pour te montrer à quel point c'est bénéfique pour le territoire. Et c'est compliqué. C'est compliqué pas qu'en France, hein. Je travaille avec Vale en Brésil et j'adore Vale parce que leur siège est à Rio et que aller les voir, Comme ça, tu peux aller c'est un moment de bonheur. Mais Vale en Brésil a exactement le même problème pour convaincre sur ses développements miniers aussi. Et c'est pour ça qu'ils utilisent des jumeaux virtuels du territoire aussi. Après, le vrai sujet, c'est quel pays on va avoir, hein. C'est quel pays on veut avoir et quel pays on veut avoir dépendra de l'industrie qu'on aura. Parce que la valeur ajoutée, aujourd'hui, elle est dans l'industrie. L'industrie, aujourd'hui, elle est en transformation. C'est le moment où toutes les cartes vont être battues. C'est le moment où nous, on peut se positionner sur les secteurs d'avenir. On peut se positionner sur le spatial, sur la voiture autonome, sur l'avion de demain, l'avion électrique, l'avion à hydrogène. Mais encore faut-il vouloir le faire. On est à un tournant là, je reprends ton expression d'introduction, le décrochage définitif. Là, on est à un tournant aujourd'hui en France. On a un tournant où on peut réussir. On a un tournant où on peut réussir si on prend le virage du numérique au service de l'industrie. Et là, on a un problème parce qu'on a une opportunité, pardon. Aujourd'hui, notre réseau d'ETI est moins digitalisé que celui italien ou allemand, par exemple. Et il y a une montée en compétences pour que nos ETI puissent bénéficier de la révolution jumeau numérique et IA générative qui est super importante. Mais si on le fait, on peut vraiment créer l'industrie de demain. C'était Florence Verzelen. Que fais-tu? Bravo Florence! Pas le bordel alors sur le plateau? Pour ceux qui étaient là avec nous, vous remarquerez quand même que le timing est très bien respecté pour l'instant, hein. Alors on va passer à une troisième partie qui est évidemment
peut-être la plus intéressante, enfin, en tous les cas, la troisième partie, Florence Verzelen, que penses-tu? Et il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup à Averti, parce qu'il a été le cobaye de l'émission, il a fait le pilote, il a accepté immédiatement de le faire, il s'appelle Luc Julia. Et j'aimerais qu'en honneur de Luc, on te fasse une interview, Luc Julia. Alors, les interviews de Luc Julia, c'est très simple, c'est 4 questions assez directes. Florence Verzelen, est-ce que comme Luc Julia, tu penses qu'Elon Musk est un connard? Bon, non, je pense qu'il a révolutionné l'industrie quand même. Il a permis de créer des nouveaux modèles industriels, il a inspiré le reste des industriels. C'est un client de Dassault Systèmes? Oui. Florence Verzelen, est-ce que comme Luc Julia, tu penses que le plateau de Saclay ainsi que Sophia Antipolis sont des catastrophes économiques sous perfusion de fonds publics? Non. Non, parce que sur le plateau de Saclay aujourd'hui, il y a de nombreux laboratoires industriels, il y a de nombreux instituts de recherche et que nous, on a des collaborations formidables avec le plateau de Saclay. Et je pense que l'innovation viendra d'écosystèmes comme le plateau de Saclay et Sophia Antipolis. Parce que qu'est-ce qui est formidable sur le plateau de Saclay? Je le connais bien parce que j'étais à Polytechnique. Polytechnique, quand j'y étais, ça m'a permis de passer mon permis de conduire tellement il n'y avait rien et qu'il fallait en partir. Il y avait des moutons et des vaches. Donc, et heureusement pour mes amis polytechniciens, l'école HEC pas très loin où il y avait des femmes, contrairement à Polytechnique. Mais il y avait, mis à part les soirées du jeudi d'HEC, aucun partage avec aucune autre institution. Aujourd'hui, le plateau de Saclay, ça permet à tout un tas d'écoles d'échanger avec d'autres écoles, des centres de recherche d'échanger avec des écoles, et ça crée de la vraie multiculturalité, multisectorialité. Et donc, la R&D, les innovations, elles viennent de mondes qui se rencontrent. Et ça, c'est possible sur le plateau de Saclay. Florence Verzelen, est-ce que comme Luc Julia, tu penses que la France forme les meilleurs ingénieurs au monde? Ouais. Et on précise que le plus gros centre de R&D de Dassault Systèmes est à Vélizy, Vélizy, en France, sur le plateau de Saclay, sur le plateau de Saclay que tu aimes bien définitivement. sauf ses embouteillages. Florence Verzelen, dernière question, Luc Julia. Est-ce que comme Luc Julia, et tu peux t'adresser face cam pour répondre là, parce qu'on a besoin de En fait, conseils je en sais ce moment. pas où est la cam. La cam, elle est là, c'est les deux Ah, petites ok. cams que tu vois là. D'accord. Est-ce que comme Luc Julia, Florence Verzelen, tu penses qu'il faut supprimer le système de retraite par répartition, revoir notre rapport au risque et débloquer une partie des 6 000 milliards d'épargne des Français pour financer l'avenir? Ah ouais, complètement. Je pense qu'il faut débloquer l'épargne des Français pour financer des projets d'avenir. Je pense que c'est comme ça qu'on construira le futur du pays, mais aussi que nos Français auront une meilleure retraite parce que, justement, grâce à nos meilleures écoles d'ingénieurs au monde, on pourra développer les projets les plus profitables et les plus innovatifs. Donc, deuxième invité d'Averti qui souhaite mettre fin au système de retraite par répartition. On peut donc applaudir. Et j'avais toujours dit, dans l'émission, on peut critiquer, mais il faut trouver des solutions pratiques pour notre pays. Alors, il y a plusieurs questions dans la question, parce qu'il y a le rapport au risque aussi. On va y revenir. Alors, Florence, dans ton livre, justement sur l'industrie que tu veux réenchanter, tu cites quelques élites. Tu dis elles se foutent du monde. Elles ont entretenu un mythe post-industriel. Tu parles de Daniel Cohen, qui était économiste, aujourd'hui décédé. Mais tu parles de Serge Turuc chez Alcatel. En fait, tu accuses, tu le cites d'ailleurs le mot, je le reprends, in extenso, les élites d'avoir transformé l'industrie, et je cite à nouveau, en repoussoir absolu. Mais Paquet, regard du Glemer, me disait que les usines, c'était horrible. Alors, on va élargir la question un peu des élites. Parce que tu sais, dans notre pays, il y a des anciens ministres, il y a des présidents de grandes fédérations qui deviennent lobbyistes pour des grandes marques chinoises. Tu sièges au conseil d'administration de l'Institut Montaigne, dont l'ancien président a été définitivement condamné à de la prison. Est-ce qu'il y a une faillite des élites en France? Est-ce qu'il y a une faillite des élites en France pire que dans d'autres pays? Non. En vrai, c'est pas parce que tu as fait une grande école que tu vas faire tout bien toute ta vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a un amour de l'industrie qui manque en France. C'est qu'on a un goût du risque qui est probablement pas encore assez présent. Alors ça s'est beaucoup amélioré. Moi, quand je suis sortie de l'X, tout le monde voulait aller soit chez BCG, soit chez Goldman Sachs. Aujourd'hui, en sortie de l'X, tout le monde veut créer sa start-up. Donc il y a un renouveau qui est quand même extraordinaire et j'ai une confiance
très fortes dans les générations qui viennent et qui justement ont cette volonté chevillée au corps de créer des choses et non pas juste d'aller faire de l'argent grâce à la finance. Ça, c'est intéressant parce que c'est tout à fait concordant avec ce que nous a dit Luc à la précédente, Mais émission. Une parfois les volonté de créer des sociétés, de créer mais ces ouais boîtes. et ça, c'est extraordinaire parce qu'ils vont créer les innovations de demain qui vont faire rendre notre vie meilleure. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que ces jeunes, ils inspirent aussi leurs parents et que moi, du coup, je vois des parents de jeunes qui se posent aussi la question de créer leur start-up aussi, puisque leurs enfants ont réussi. Alors la start-up va grossir généralement, il y aura pas d'argent pour la financer au stade de grosse et elle va partir à l'étranger, d'où ta solution, les 6 000 milliards d'épargne, il faut les mettre au service de ce Complètement. mouvement, tout se tient. Et créer Propos de un Florence marché Berger. des capitaux européen beaucoup plus puissant. Ça, Parce c'est une que urgence. ah ouais, ça c'est une urgence pour investir justement dans nos startups. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde qui vient ici, c'est une urgence, alors qu'est-ce qu'on fait? Je te repose la question à la Commission Bah, européenne. on change la gouvernance européenne. OK. Propos très cohérents que tu as tenus, donc parfaitement cohérent avec ce que tu nous as dit tout à l'heure. Alors, tu écris dans ton bouquin que Peter Thiel est un investisseur au profil sulfureux, je cite. Pourquoi? Alors, pour mémoire, Peter Thiel a créé PayPal, Clarium, Palantir. Mmh. Bah, parce que c'est ce que tout le monde en dit, d'une part, parce que Palantir a eu des débuts, avec, une approche qui était, d'abord financée par la CIA pour les usages de la CIA. Aujourd'hui, Palantir est néanmoins un groupe qui permet d'apporter de l'intelligence artificielle à de très grand nombre d'industriels. Donc c'est un groupe qui s'est beaucoup développé, mais qui a été créé par le fonds de la CIA. C'est un concurrent de Dassault Systèmes, C'est Palantir? un concurrent de Dassault Systèmes. On voit comment sont traités les concurrents de Dassault Systèmes. Non, mais c'est une Non mais tueuse à gages. non mais en fait, c'est triste pour les clients qui utilisent Palantir parce qu'ils n'ont pas des solutions aussi bonnes que celles de Dassault Systèmes. Florence, est-ce que le déploiement de l'IA est un projet politique? Parce que, tu sais, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, ça nous gonfle un peu à la fin, l'IA. Tout est l'IA, l'IA, l'IA. C'est quoi? C'est une volonté américaine méthodique de nous imposer un nouveau paradigme? Non, l'IA, c'est une révolution. Ce qui est politique, c'est notre capacité à garder nos données, parce que nos données, c'est notre propriété intellectuelle. Et ce qui est politique, c'est de faire en sorte que nos données les plus stratégiques restent dans des environnements souverains. Quand on parle de faire un Health Data Hub qui est hébergé sur un cloud américain, ça veut dire que les données de santé de nos plus grands dirigeants sont disponibles sur un cloud américain sous le Cloud Act. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, là. Il y a un Health Data Hub français qui va être Alors, hébergé aux États-Unis. il y a un Health Data Hub français, mais parce que les IHU sont des institutions pleines de sens, les IHU ont refusé de donner leurs données. Mais ça, c'est vrai pour les données de santé, c'est vrai pour tout un tas d'usages. Aujourd'hui, la discussion que j'ai avec la plupart de mes grands clients industriels, c'est comment je m'assure que mes données restent souveraines et restent sûres. Mais cette discussion, je l'ai avec mes grands clients industriels parce qu'ils ont cette connaissance de l'importance de la donnée. Ce qui serait politique, c'est d'expliquer à tout un chacun qu'en fait, les données d'Huglemer, elles sont où d'ailleurs les données d'Huglemer? Sur un cloud américain? Mmh. Bah, voilà, bah, peut-être que ce qu'a dit Luc Julia, c'était stratégique et que manque de peau, Huglemer l'a mis sur un cloud Donc, on américain. fait des data centers très pratiquement, on fait des data centers en France pour avoir les données en France? Alors oui, on en fait en France. Non, mais Mmh. c'est la réponse. Il faut faire ça? Alors il faut en faire. Il faut en faire parce que aussi les data centers se développent là où l'énergie est la moins chère et que la France est bonne pour ça. Hem, mais il faut aussi s'assurer que ce soit non seulement des data centers en France, mais des clouds souverains. Est-ce que, tu l'as dit en fait déjà plusieurs fois dans l'interview, est-ce qu'il y a une approche du risque ultra trop conservatrice en France? C'est quoi? C'est l'inscription du principe de précaution à la Constitution 1995? Alors c'est un C'est peu de quoi? ça, c'est un peu de tout, c'est la peur de rater, c'est le système éducatif français qui te montre tes échecs et pas tes réussites, qui ne t'encourage pas. C'est la difficulté à prendre du risque et à oser en France et à considérer que ne pas réussir, c'est un échec, alors qu'au contraire, tu peux apprendre quand tu réussis pas pour réussir le coup d'après. Donc oui, il y a un truc à débloquer en France. En fait, ce qui est un peu triste pour l'instant en France,
c'est que, tu vois, quand je vais en Inde, on a un centre de R&D en Inde qui fait 3000 personnes. Et ben, quand je vais en Inde, j'ai mes collaborateurs qui courent dans les couloirs pour me montrer leurs projets tellement ils en sont fiers et tellement ils ont envie d'aller plus vite pour les faire. Quand je vais en Corée, les gens sont au taquet pour créer des nouveaux projets. La dernière fois qu'un collaborateur a couru pour me parler d'un projet en France, ça devait être au siècle dernier. Donc il y a une question de mentalité? Il y a une question d'envie. En fait, il faut redonner à notre population l'envie d'entreprendre, l'envie de faire et peut-être lui redonner l'envie de rêver. Après, il y a de l'espoir, hein, comme je te disais. Les écoles d'ingénieurs fourmillent de start-up. Les start-upers donnent de l'énergie à tout un tas d'autres gens qui se posent du coup la question de trouver des nouveaux business, de créer des nouveaux business. Mais il faudrait rendre cette énergie contagieuse. Ah, mais la Aujourd'hui, Startup Nation, Florence, on n'y croit plus, hein, c'est mais fini. pourquoi tu n'y crois plus? Il faut des vraies entreprises, de l'industrie. Oui, mais enfin moi qui ai 44 ans, hein, parce que Dassault a 44 ans, donc retenez que j'ai 44 ans. 1981. 1980, tout à fait. J'étais une start-up. Aujourd'hui, je suis dans le CAC 40. Qu'est-ce qui te dit que la start-up qui va naître demain, dans 40 ans, elle n'est pas dans le CAC 40? Et dans 40 ans, elle n'est pas cruciale pour le développement de l'industrie en France? Dassault Systèmes, plus belle start-up de France. Et plus belle boîte du CAC 40 aussi. Est-ce qu'il faut aménager, alors on continue sur cette motivation là des salariés, tu penses qu'il faut aménager ce CD, est-ce que le CDI, est-ce que le contrat de travail est une partie de la solution? Est-ce que du coup, parce que c'est un peu, tu as beaucoup d'avantages, tu as intérêt à rester dans une position qui me paraît assez confortable par rapport au pays que tu citais, c'est une partie de la solution ou pas du tout? Moi, je pense que la partie de la solution, c'est redonner envie. Parce que le CDI, c'est redonner du rêve aux gens. Le CDI, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est redonner aux gens l'envie de prendre des risques, l'envie de créer, l'envie de transformer les choses. Et le contrat de travail, c'est pas tant ça le problème. Alors, c'est un problème pour les employeurs en France parce qu'il est parfois pas assez flexible. Mais le vrai problème, c'est de remotiver les gens à transformer le monde. Est-ce que l'ascenseur social fonctionne en France? Bah, regarde-moi. Bah, j'ai fait X-Mine parce que je pouvais pas faire une, parce que j'étais une fille et qu'on n'avait pas d'espoir en moi. Mais ça a quand même marché. Until a certain point. Bravo. Est-ce que le personnel politique manque de certaines choses? D'ailleurs, il manque le plus de quoi? D'imagination ou de courage? Bah là, tout de suite, de gouvernement. Très bonne réponse de Florent. Alors Florence, il va être temps de se quitter. Dans toutes les technologies que tu présentes, dont tu nous as parlé, le jumeau virtuel, et toutes ces applications qu'on a évoquées, il faut quand même dire que tu nous fais faire un tour de France formidable. Rennes et la 3D Experience City pour modéliser le climat et ses effets sur la ville. Belfort et son Small Modular Réacteur de la société Next Engineering. Beauvoir dans l'Allier et ses gisements de lithium, j'en ai parlé sous la carrière de Kaoline. Merci Florence pour ce tour de France. Alors de la saga Dassault Systèmes, bon, on retiendra que c'est la plus belle start-up de France. Et la plus belle boîte du CAC 40. Et la plus belle boîte du CAC 40. Il y a des personnes extraordinaires qui ont fait de cette société un mythe français. Charles Edelsten, Bernard Charles. Et que dire de la marque Dassault? C'est un peu comme le Doliprane, hein, c'est ce qu'on fait de mieux en France. Sauf que ça fait des Rafales et des Falcons. C'est mieux que le Doliprane. Ben, le Rafale, c'est un peu C'est pas un Doliprane. une de nos plus grandes fiertés nationales. De Florence Verzelen, au stade où tu en es de ta carrière, tu voudrais qu'on retienne quoi? Alors d'un point de vue politique, j'ai retenu une chose cruciale de cette interview de Florence, c'est qu'au XXIe siècle, pour la France et pour chaque peuple de ce monde, il n'y a pas d'indépendance politique possible sans indépendance technologique et sans indépendance industrielle. Ce que je retiens de l'interview aujourd'hui, c'est que l'industrie française est extraordinaire. Mais il y a 2-3 sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Le numéro 1 étant le marketing. Parce qu'on fait beaucoup de choses, mais on n'est pas très bon pour communiquer et inspirer les jeunes à entreprendre, à prendre du risque et à innover.
quelque chose qui était vraiment très intéressant, c'est qu'elle nous a poussé en tant que Français à innover, mais aussi en tant que femmes dans les puissances industrielles à pousser et à encourager d'autres femmes à innover également. De cette émission, ce que j'ai retenu, c'est un message d'espoir pour la France et l'Europe. Ça contraste avec ce qu'on entend tous les jours, surtout en ce moment en France. Donc j'ai envie d'y croire.